De Trapani aux confins de l'Asie, Francesca Rossetti Freeman est une nomade intellectuelle. Elle va nous parler, nous dire quel est son parcours. Oui, je suis d'origine italienne, mais j'habite entre Genève et Ferney-Voltaire depuis 38 ans déjà. J'ai une formation d'enseignante que j'ai fait en Italie, mais cela m'a permis d'organiser à Genève des cours de formation continue pour les femmes immigrées. Et aussi, j'ai donné des cours de français de base aux adultes immigrés italiens, et ça pendant une vingtaine d'années. Après, pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé pour une ONG antiraciste où ma fonction était de cataloguer des documents. Et donc, sous mes yeux, il y avait beaucoup de documents qui passaient sur la situation du racisme dans les différents pays. Et j'ai toujours constaté qu'il n'y a aucun pays qui se sauve de cette plaie qui est le racisme. Mais c'est surtout, j'ai constaté surtout que ce sont les femmes et les minorités ethniques qui sont les plus discriminées, les plus frappées par le racisme. Et la condition de la femme, c'est quelque chose qui... j'ai pris conscience de la condition de la femme depuis toute petite déjà, dans ma famille, parce que j'étais la seule fille parmi 4 garçons et je devais rester aider ma mère dans les travaux ménagers pendant que mes frères allaient jouer dehors. Et je respectais, je disais que ce n'était pas juste, mais il n'y avait rien à faire, il fallait me taire. Et donc, j'ai grandi avec cette graine de révolte en moi qui a fait que je continuais à prendre encore plus conscience de la condition de la femme et jusqu'à constater que des monstruosités se passaient contre les femmes. Chez nous, c'était la discrimination salariale, mais c'était aussi le viol, la violence conjugale, les féminicides. Et ailleurs, c'était même la lapidation, les mutilations génitales et le burqa. Donc, je voyais une condition de la femme vraiment désastreuse. Et ça je m'occupe toujours encore de ça. Et toute ma vie est centrée autour de la condition de la femme. Mais mon intérêt pour la société de Mozo, c'est il faut l'insérer dans ce cadre-là. Consciente donc de toutes ces épreuves auxquelles les femmes sont soumises, et avec cette révolte interne, vous découvrez donc les Mozo. Ça a dû être fabuleux. Oui, justement, j'ai découvert les Mozo à travers la lecture d'un livre qui racontait l'histoire d'une jeune femme Mozo et à travers elle les fonctionnements de la société où elle vivait. Et quand j'ai terminé la lecture de ce livre, je me suis dit, tiens, il y a un endroit dans le monde où les femmes sont valorisées. Moi qui étais habituée à considérer la condition de la femme de façon très négative. Et donc, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais c'est pas croyable, il faut que j'aille voir. Et voilà, après une année de recherche, de m'être documentée sur cette société, enfin, il existait très peu de choses à l'époque. Voilà, je me suis préparée et je suis partie une année après, donc c'était en 2005.
Et depuis, je suis retournée chez les Mosos plusieurs fois. Je les ai photographiés, je les ai filmés, je les ai interrogés. Et voilà, donc tous ces voyages m'ont permis d'approfondir la connaissance de cette société. Et en 2010, j'ai publié un livre en italien, Benvenuti nel paese delle donne, qui vient d'être publié en français sous le titre Sur les rives du lac Mer. Et j'ai aussi tourné un documentaire avec Pio D'Emilia sur cette société qui m'a fascinée depuis tout début. Et pourquoi elle m'a fascinée cette société? Parce que les femmes étaient valorisées et sans qu'il y avait d'oppression, de discrimination, de répression envers l'homme. Donc c'est une société matriarcale et matrilinéaire, ça veut dire une société de paix guidée par les mères. Donc tout ce qu'on dit sur le matriarcat, que ça n'existe pas parce que matriarcat veut dire c'est l'opposé, c'est considéré comme l'opposé féminin du patriarcat, mais c'est pas vrai du tout parce que les sociétés matriarcales sont des sociétés de paix et la femme a le rôle de guider et de conseiller et son rôle elle est tenue en grande considération dans la famille et dans la société. Donc ces sociétés matriarcales sont des sociétés de paix centrées autour du principe créatif de la mère, c'est-à-dire sur la relation mère-enfant. Un principe qui exclut normalement l'individualisme. En général, ça exclut la compétitivité, l'agressivité. Et se base surtout sur l'amour, la compréhension de l'autre, sur l'écoute des besoins de l'autre, sur les soins. Et c'est sur ces valeurs-là que la société de Mosos se fonde encore aujourd'hui. Une expérience comme ça a dû te marquer profondément. Alors, est-ce qu'elle a changé ta vie? Elle a bouleversé ma vie, pas changé seulement, parce que d'abord, en tout, elle m'a ouvert des nouveaux horizons que c'était inexploré. Et ça m'a permis de devenir écrivaine alors que je ne l'étais pas, ça m'a permis de devenir cinéaste alors que je ne l'étais pas. Mais derrière ça, il y a toute la passion pour cette manière de vivre différemment de nous. Et donc, la passion a été le moteur de toutes mes activités actuelles. Et ça m'a permis aussi de connaître beaucoup de personnes très belles et intéressantes. Et j'ai visité des lieux que j'aurais jamais visités parce qu'on m'invite très souvent à faire des conférences. Et pas simplement en Italie, mais aussi en Suisse et en France. Mais la chose qui m'a le plus marquée, personnellement, au niveau strictement personnel, c'est le lien entre la femme et la nature. C'est un lien que les femmes Mosos ressentent très profondément. Et la nature chez eux est considérée au féminin et vénérée comme une déesse. Et quand j'étais chez les Mosos, j'ai habité avec eux, je faisais les mêmes activités quotidiennes avec eux et je suis allée même labourer un champ de patates.
Et bien c'est là où je ressentis ce lien profond avec la nature. Je me suis sentie comme si les racines sortaient de mes pieds, s'enfonçaient dans la terre. Et je ne me suis plus sentie détachée comme si la nature était autre chose. Je me suis sentie toute une seule chose avec la nature. Et je ne peux pas vous dire quel sens de stabilité ça m'a donné. Est-ce que c'est un modèle qu'on peut transposer? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'une culture, ce n'est pas un paquet postal. On ne peut pas le transférer d'un pays à l'autre tel quel. Mais on peut s'inspirer de beaucoup de ces valeurs. Par exemple, le respect pour l'autre. Ça, c'est à la base de l'éducation des Mossos. Et ça, on peut le faire, on peut s'inspirer de ça pour vivre plus pacifiquement et plus harmonieusement. Ensuite, vous savez que chez les Mossos, la personne aimée n'est pas considérée comme une propriété privée. Et ça évite beaucoup de conflits entre les genres masculins et les genres féminins. Et là aussi, on pourrait s'inspirer de ça. Si on ne considère pas l'autre comme une propriété privée, on ne serait pas jaloux. Il n'y aurait en tout cas pas de violence. Et en tout cas, chez les Mossos, il n'y a pas du tout de violence conjugale parce qu'ils refusent de se marier. Il n'y a pas de mariage. Ce n'est pas qu'ils le refusent, il n'a jamais été question de se marier parce que les Mossos séparent la vie amoureuse de la vie familiale. Ils pensent qu'on ne peut pas construire sur l'amour romantique une institution comme la famille qui est censée durer toute la vie parce que l'amour peut être très intense, mais il est très fragile. Ça peut terminer. Alors donc, il sépare la famille de la vie amoureuse, la vie familiale de la vie amoureuse. Et ça répond à deux besoins fondamentaux de la nature humaine, en fait, parce que d'un côté, il y a la famille élargie qui protège affectivement et économiquement l'individu, et de l'autre côté, l'individu a la liberté d'aimer la personne qu'il aime. Et l'amour ainsi devient un sentiment pur, c'est-à-dire un sentiment qui n'est pas lié à la condition sociale, à la classe économique, et le couple peut se dédier mieux à la beauté et à la spiritualité de la relation amoureuse. Les Mossos sont en Chine. La Chine est devenue un pays charnière pour le libéralisme. Est-ce que les Mossos vont survivre à ce libéralisme? Oui. Malheureusement, le libéralisme est arrivé aussi chez les Mossos, alors qu'ils connaissaient seulement une économie de type solidaire. Par exemple, les Mossos ont des activités communes à toutes les familles et le bénéfice est partagé équitablement avec toutes les familles. Et cette économie solidaire existe encore, elle est encore pratiquée, mais il y a un autre type d'économie qui s'est installée, et ça c'est à cause de l'afflux du tourisme qui est arrivé ces dernières années, enfin les derniers 15 ans, et beaucoup plus dans ces derniers 5 ans. Les touristes donc arrivent très très nombreuses et il y a des investisseurs étrangers qui viennent construire des hôtels de luxe et chez les Mossos, mais ils ne peuvent pas être propriétaires de la terre. Ils peuvent louer, ils peuvent construire, il peut y avoir des accords entre les Mossos et ces investisseurs étrangers, mais la propriété reste aux Mossos. Donc, moi, je pense que tant que l'économie
va rester dans les mains des Mozo, il y a l'espoir que cette société va survivre telle qu'elle. Mais si l'économie passe dans les mains des investisseurs étrangers, ça va poser des problèmes. Et entre-temps, donc la culture a subi un grand changement. Il y a par exemple maintenant des mariages qui se célèbrent entre Mozo et Han. Han est l'ethnie majoritaire de la Chine, et qui sont arrivés nombreux pour ouvrir des restaurants, pour ouvrir des boutiques, pour des affaires. Mais ces mariages-là ne durent pas longtemps. Ils ne durent pas longtemps, 2-3 ans, et après c'est fini. Les personnes âgées ne sont pas, sont très très inquiets de ce problème, et à la maison essayent de continuer à parler leur dialecte Mozo, parce qu'à travers le dialecte ils peuvent transmettre aussi la culture à la nouvelle génération. Mais la nouvelle génération, avec les programmes scolaires qui sont chinois, avec les programmes à la télévision qui sont chinois, etc., sont imprégnés maintenant de cette nouvelle culture qui n'est pas la leur, qui n'est pas la culture traditionnelle. Mais il y a un épisode qui me fait espérer que cette société va survivre et qui vient d'arriver, c'était en octobre 2014, c'est qu'un jour, les Mozo se lèvent et dans le lac, il y a 4 bateaux moteurs. Alors que jusqu'à maintenant, les bateaux ont été toujours des bateaux à rames, parce qu'ils tiennent à la propreté du lac. Ils ne veulent pas que le lac soit pollué, parce que pour eux, c'est source de nourriture, source de vie. Et quand ils ont vu ces 4 bateaux moteurs, ils se sont révoltés. Ils ne sont pas restés là, main dans la main, et attendre qu'ils prennent leur travail et qu'ils polluent le lac. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont récolté des signatures. Il y a eu des discussions, il y a eu des banderoles. Dans une banderole, c'était marqué même « Nous défendons notre lac-mer jusqu'à la mort ». Et ils se mettaient devant le port pour sensibiliser les touristes à ne pas prendre ces bateaux, mais à continuer d'utiliser les bateaux à rames des Mozo. Et bien, après 2 mois de lutte, ils ont gagné. Les bateaux moteurs sont disparus. De nouveau, comme ils sont arrivés, ils sont disparus. Et ça me donne l'espoir du fait que les Mozo savent défendre leur culture, mais c'est à suivre. S'il y a un seul mot pour qualifier les Mozo, ce serait lequel? Un seul mot. Moi, je dis que c'est une société harmonieuse. C'est une société. C'est pas un seul mot, mais c'est une société de paix non violente. Et c'est une société où c'est pas simplement l'individu, mais c'est toute la communauté qui jouit du fait qu'il y a ces valeurs comme le respect, la compréhension, l'écoute de l'autre, le fait qu'il n'y a pas de mariage, que tout le monde est libre d'aimer. Tout le monde en tire un avantage, et les personnes et l'environnement. Alors, en tant qu'écrivain maintenant, cinéaste, vous savez, vous vivez dans une espèce de nomadisme, vous vous déplacez beaucoup. Oui. Et donc, il y a peut-être un objet qui vous permet de garder cette stabilité et d'avoir des repères. Un objet. Ce serait lequel? Alors, c'est un bracelet Mozo?
Oui, oui, tous les dabous, c'est-à-dire les mères mozo, les responsables de la famille élargie, qui portent un bracelet de jade. Et j'ai voulu la porter aussi parce que quand je vais là-bas, ils m'appellent la dabou étrangère. Et voilà, c'est un hommage à eux et c'est aussi un cadeau que mes copines de voyage, une fois, ils m'ont donné parce que je les ai accompagnées jusque-là. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne sur le matriarcat, Oui. sur l'essence même du terme matriarcat. Oui, vous savez que les anthropologues classiques disent que le matriarcat n'existe pas. En fait, c'est pas vrai parce que je les visite depuis 10 ans. Je vais viens et les mozos eux-mêmes même s'appellent société matriarcale. Et donc, ce qu'ils ont fait, les anthropologues, en fait, ils ont inventé le contenu d'un mot qui signifie autre chose. Parce que matriarcat signifie société de paix, société sans violence, où à l'origine il y a des mères, guidées à l'origine par des mères. Et cette définition a été donnée par Heide Göttner-Abendroth, qui est la mère des modernes études matriarcales et qui a écrit un livre très volumineux sur toutes les sociétés matriarcales qu'elle a visitées, étudiées et recherchées. Et je trouve que cette définition est celle qui est la plus correcte. Merci Francesca Rosati-Freeman. Ok, merci à toi.